monde pour cette dernière journée il marche ou pas? Ouais, du festival. Après, on aura à 15h30 JN Jacob qui va nous parler de son film en stop motion. Pas une première au Maroc, mais en tout cas, voilà, on a hâte d'en savoir plus. Et à 18h, évidemment, on verra les décisions des jurys et du public. Et on verra qui est mieux, qui est moins bien, enfin voilà, tout ça, quoi, ce genre de choses. Mais déjà, on est content. André était là, Caddy était là déjà l'année dernière, avec grand plaisir. Est-ce que, avant de parler, puisque l'idée c'était évidemment de parler de Frida Kahlo et du film de la Frida, mais tu nous parles un petit peu quand même, je ne sais pas si tu vas en parler peut-être au début, je découvre aussi un petit peu du studio, de toi. Non, c'était vraiment Frida. Ok, bah alors parle-nous un peu du studio, de ton parcours. Pourquoi cette envie de créer un studio L'idée du studio, c'est vraiment de travailler avec des personnes que j'aimais et avec qui j'avais envie de travailler à long terme. C'est-à-dire vraiment tout est basé sur l'idée d'avoir une équipe, de travailler, de là l'envie d'être réalisateur pour avoir ça, de là l'idée d'écrire et d'être producteur. Mais l'idée à la base, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un studio où je pouvais défendre les films que je voulais défendre aussi. En tant qu'auteur BD, j'avais des BD très engagés. Puis dès le début, les gens qui embarquaient avec moi dans le studio, c'était clair. Je leur dis, si vous n'aimez pas les films avec un fond ou un truc, ça va pas être votre studio ici. Nous, ce qu'on connaît au Canada et notamment au Québec, même si une partie, c'est évidemment l'ONF qui est la chose. Est-ce que c'est facile? Alors, tu n'es pas sur le terrain de l'ONF, mais est-ce que c'est facile quand on a une espèce d'entité comme ça, et un gouvernemental aussi, de s'imposer, de réussir dans l'animation, là, à côté de l'ONF? Nous, on est vraiment mal placés pour le dire parce qu'on a vraiment contourné constamment. On a fait 3 longs métrages sans l'ONF, sans la SODEC, sans téléfilm. On est parti de financement de web-séries sur lesquelles on mettait du financement d'aide pour le handicap, sur lesquelles on mettait du MG de distributeur. Puis l'idée a toujours été de, dès qu'on a une somme, on commence. En fait, on commence même bien avant d'avoir une somme. Puis dès qu'on a un petit peu, on commence à mettre déjà les bases du film. Puis on n'a jamais attendu. C'est pour ça qu'on était capable de faire des films en 1 an. Là. C'est parce que on en était à la moitié du film, qu'on ne savait pas encore si on allait avoir le truc. Puis, souvent, c'est les MG finaux qui nous définissent. Sachant qu'on a quand même du crédit d'impôt aussi, là, qui permet justement d'avoir une base, à peu près 30% du film. Là, mais non, c'est pas facile de rentrer dans les choses comme ONF, parce que c'est très les mêmes auteurs qui travaillent entre eux. J'en parlais, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas rentré un nouveau résident à l'ONF quasiment. Puis même les réalisateurs emblématiques se font refuser des projets, donc c'est difficile. Et la créativité au Québec fait que pour une petite province de 8 millions de personnes, on a des Xavier Dolan, des Jean-Marc Vallée, des Denis Villeneuve, des trucs. Donc quand on dépose pour un film, on dépose contre 250 projets pour 3 projets choisis. Puis là-dedans, il y a toujours un Dolan, un Villeneuve, un truc là. Donc vaut mieux commencer à faire de façon alternative. Maintenant, on en est rendu à déposer à la SODEC sur des projets plus ambitieux, puis mais qui vont du coup se développer sur beaucoup plus d'années. Pour faire un studio comme ça, il y a plusieurs cordes à ton arc, il n'y a pas que les films, il y a aussi jeux vidéo, il y a pas mal de choses, c'est ça, donc il faut avoir plein de possibilités déjà des rentrées d'argent, mais aussi de créativité, enfin voilà, se diversifier, c'est important. Oui, très important. Moi, c'est un studio, j'ai 20 personnes temps plein. Du moment où je sais que j'ai rentré assez de projets avec du jeux vidéo, des choses de la pub, qui fait que les salaires sont payés, partant de là, moi je sais que j'ai pendant 1 an une équipe sous la main sur laquelle on peut travailler sur un petit test d'animation, un petit plan sur un court-métrage qu'on a envie de monter, un petit test. On fait tous les ans 5-6 projets totalement gratuits pour des causes qu'on trouve le fun. Quand on vient nous voir, qu'on nous dit on aimerait monter un projet, on voudrait une petite shot d'anime pour aider, on peut se permettre de le faire parce que justement on gère ça correctement. Puis on fait pas du tout des cinématiques de jeux vidéo pour rentrer juste de l'argent. Pour mes animateurs, c'est passionnant, c'est du traditionnel, c'est des gros budgets. Moi, en tant que réal, je m'ennuie à mourir à faire ça, parce que c'est le monsieur sorcier qui va envoyer avec des effets spéciaux. En plus, tu fais 10 minutes de réal pour 4 mois après l'animation traditionnelle interminable. Mais c'est sûr, c'est des projets pour les animateurs qui sont super intéressants par contre. Ils peuvent pousser au max. Puis on apprend beaucoup quand même dans ces projets-là, qu'après on remet dans nos films plus engagés, qui moi me ressemblent plus. Justement, tu parlais on parlait comme ça de long métrage avec des thèmes assez forts, plutôt adultes, on va dire. Pourquoi vous avez commencé plutôt avec Dunia et Olafrida, qui peuvent
pas évidemment toute la famille, mais qui sont aussi vers un jeune public. C'était parce que c'était peut-être le plus évident, parce que c'était aussi une possibilité d'atteindre un public évidemment important et de raconter des histoires avec des sujets assez forts. Parce que, avant tout, pour moi, le cinéma jeunesse n'existe pas. Dans le sens où le cinéma, c'est du cinéma, on raconte les histoires. Après, on doit mettre la ligne à juste qu'est-ce qu'on doit enlever si on veut que ça devienne inaccessible à certains publics. Donc oui, on a fait des films à hauteur d'enfant pour avoir un parti pris, mais c'est juste parce que l'écriture amenait ça aussi. Tu vois, sur Dunia, Maria voulait vraiment l'écrire du point de vue de la petite fille pour amener cette idée que, un peu comme dans, là j'ai plus le nom, le truc qu'on voit à travers l'œil de Pan. Bref, où on est dans un bateau avec un tigre, puis qu'à la fin on se rend compte que la vie de Pi, Life of Pi. Ouais, c'est ça. Ouais, l'idée c'est ça. L'Odyssée de Pi. Ouais, tu sais, où tu as une vision. Parce que là, c'est ça, Dunia, c'est pas d'être dont on parle aujourd'hui, mais on voit ça à travers ses yeux, on voit tout le trajet des migrants, on voit quand tu mis ces petites graines magiques. Ok, là, c'est ma mère qui nous aide, là, c'est la princesse Ishtar. Mais avec un œil d'adulte, nous, on voit juste l'odyssée d'une petite fille avec sa famille, puis que, ok, elle s'est endormie, puis c'est sa façon de voir les choses, c'est sa façon de rationaliser. Mais donc, c'est pour ça que pour nous, c'est pas des films spécialement pour enfants, mais ils peuvent les voir. Mais de la même façon que des films peut-être plus matures, je suis persuadé aussi que des enfants peuvent les voir aussi. Ils sont capables d'en prendre à nos petits. Alors n'hésitez pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer donc sur Olafrida, et je pense que ça ne dérangerait pas si vous avez évidemment des questions pendant connaissant André, c'est pour ça que je me permets de dire ça, si vous avez des questions pendant la présentation, j'en aurais aussi, n'hésitez pas à lever la main comme à l'école. J'ai une question. Oui, avec grand plaisir. On commence, on t'écoute, et puis on va voir, parce que l'idée était vraiment de voir comment, c'est très bien le titre, c'est un mythe, Frida Kahlo, c'est devenu en plus, encore, ça l'était déjà quand même de sa vie, quand elle était vivante, c'était partie de ces artistes qui ont quand même connu une gloire pendant qu'elles étaient encore vivantes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu encore plus un mythe, avec, je suppose, des choses en effet qu'on dit, quand on veut toucher quand même un public large, et des choses qu'on dit moins sur sa vie. Ouais, c'était tout tu sais, parce qu'on sortait de Dunia, on a fait Dunia, on a fait le Grand Pays Blanc. Puis là, après, c'est un moment, j'ai eu vraiment cette envie de faire Olafrida, parce que ma coréale aussi, elle me parlait depuis 20 ans de Frida, puis que c'est une passion. Puis là, c'est même l'équipe qui nous a dit, ouais, mais là, en vrai, c'est déjà tellement galvaudé, c'est déjà tellement utilisé sur des trucs. Tu sais, on va pas nous aussi faire un produit. Puis l'idée, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais tellement dans ma bulle, moi, de vouloir juste créer quelque chose sur cette femme incroyable, que oui, ça pouvait être perçu comme « Ah, bah tiens, on va aller sur le filon Frida Kahlo ». Alors c'était 0-0 ça. Donc, on a commencé déjà à y parler, puis première des étapes, ça a été vraiment de prendre 2 billets pour Mexico et d'aller rencontrer la famille pour voir avec eux qu'est-ce qu'ils en pensaient, en leur disant à peu près l'approche de ce qu'on voudrait faire, de vraiment se mettre à hauteur d'enfant, encore une fois, de voir... Parce qu'en fait, on avait lu, l'idée est venue qu'on avait lu avec Karine, comme d'habitude, ses lettres. Puis notamment, elle disait, moi ça a commencé avec la polio, à 6 ans, quand j'ai eu la poliomyélite, c'est là que tout est parti, mon univers a changé. Puis on a lu cette lettre qu'elle avait écrite, où elle dit, je me rappelle clairement le jour où je m'ennuyais, ça faisait 3 semaines que j'avais vu personne, j'avais 6 ans, j'ai fait de la buée, j'ai tracé une porte, puis là je suis rentré dans un monde imaginaire, j'ai rencontré une amie imaginaire, puis toute ma vie, elle m'a protégé, j'ai pu lui parler, et elle a toujours dit, je peins pas des choses que j'imagine, je peins ce que je vois dans mon imaginaire, dans ce pays-là. Donc là, on est parti de ça, de cette idée, mais on voulait voir avec la famille qu'est-ce qu'ils en pensaient que déjà des Québécois le fassent, puis surtout, s'ils nous avaient dit, ça ne nous intéresse pas, c'est pas intéressant, on s'est vraiment passé à autre chose. Parce que des histoires, on en a beaucoup qu'on a envie de raconter, c'est long de faire un projet, donc si c'est pas celle-là, ça va être la suivante dans la liste. Puis là, on a rencontré Christina Kahlo, donc sa petite nièce, qui est une femme tout aussi incroyable que Frida, qui est une peintre, une photographe et une peintre incroyable. C'est une photographe qui va partout dans le pays, qui fait des photos avec des enfants handicapés, qui fait faire des photos par des enfants handicapés, qui fait des expos merveilleuses. Là. Puis elle a commencé à nous parler de Frida, de sa famille, du fait que Frida, pendant des années, était totalement inconnue. C'est vrai que Frida est morte. Elle est tombée comme beaucoup de femmes artistes, malheureusement, dans l'oubli. Et c'est vraiment très tard, dans les années 70, qu'un livre est écrit sur les grandes femmes de l'histoire et tout ça. Puis que là, c'est revenu, puis que là, la Frida-mania a commencé. Mais quand Christina Kahlo est née, c'était juste la sœur de sa grand-mère.
Puis dans leur famille, ils ont tellement de photographes, de trucs, que c'était juste l'une des artistes de la famille. Diego, évidemment. Donc c'est ça, nous on a commencé, on a rencontré Christina, on nous a fait rencontrer la famille, le fils. Perla, qui est la dame qui dirige la Casa Azul, nous a dit le lundi c'est fermé pour les touristes, donc là vous venez dans la maison dans la Casa Azul, il n'y aura personne sauf le jardinier, puis passer la journée. Puis tout a commencé là. Puis on leur a demandé mais pourquoi il n'y a pas eu de film justement, de documentaire. Puis ils nous ont dit c'est le pire, c'est que c'est tellement un mythe que personne ne veut se frotter au mythe Frida Kahlo, personne ne veut être déçu par le mythe, mais ils disent les gens ne savent même pas qu'elle vient de Coyoacán, ne savent pas que sa mère était Zapotec. Il y a plein de choses que donc, tout le monde connaît Frida, mais personne ne connaît Frida. Donc là, il nous a dit, non, faites-le, puis on va le passer dans les écoles, puis notre film, il passe tous les jours dans la Casa Azul. Il y a un petit coin au fond du jardin où le film, il est là en boucle, là, en mexicain, où du coup, les enfants peuvent voir un peu ce qui se passe. Puis je pense même qu'ils ont fait un petit musée maintenant à côté, juste sur sa jeunesse. Ils ont acheté la maison d'à côté, puis ils ont fait ça, puis le film, on peut le voir là tous les jours en mexicain. Bon, puis ce qui est extraordinaire, je suppose qui peut les intéresser, c'est évidemment qu'en animation, il y a eu un film qui est fait sur Frida avec Salma Hayek, qui joue Frida, avec, au moins si, je ne sais pas si le film vaut la peine, mais l'accident est fait par les frères Coué, si vous connaissez, donc il y a juste cette partie-là qui est assez, assez incroyable. Mais je pense aussi de voir une représentation pas par une actrice connue en animation. Est-ce que ça les a touchés de se dire on va prendre aussi du dessin, on va prendre quelque chose qui est Oui, parce qu'au Mexique, c'est super présent. Le côté graphique, c'est incroyable. C'est la lumière, la couleur, le dessin. Il y a beaucoup d'animations qui commencent à pousser. Nous, l'idéal aurait été vraiment de travailler avec un studio mexicain, de ne pas le faire tout seul. Mais c'était tellement compliqué de monter ça que finalement, ça a été trop complexe. Donc, on a un peu regretté. On s'est dit, on a peut-être dû prendre notre temps, aller chercher du financement plus gros pour pouvoir inclure un studio mexicain avec nous. Mais écoute, on a fait le projet en 9-10 mois, là, donc on n'avait pas le temps d'attendre ça. Alors, on va commencer à regarder. C'est parti, je ne sais même plus, je l'ai faite il y a quelques mois, cette présentation à Winnipeg. Je pense que je commence par un petit trailer. Hola Maria. Avocat, Goya. Bonne journée, je dois y aller. Hola Frida. Hola Tito. On se retrouve à l'école. Dépêche-toi, tu vas être encore en retard à l'école. Et c'est pour ça que je cours, papa. Las fuerzas armadas de mi corazón desafían las de la desesperanza. Bientôt tu seras guéri et tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu veux dire qu'ils se sont moqués de toi? C'est grave, et tu dois nous en parler si ça arrive. Je suis Frida Kahlo. Y viva la vida. Donc c'est pas mal ça, tu veux que je passe à travers les trucs ou... Non, vas-y, ouais, je te... En fait, c'était un atelier à la base, là, donc là on n'aura pas le temps, c'est un atelier assez long en plus. L'idée c'est d'expliquer justement un petit peu comment on est passé à travers les différentes étapes de la création, mais c'est un peu ce que j'ai commencé à dire déjà. C'est pour déjà commencer, effectivement on a été là-bas, on était à Coyoacán, on a pris 8000 photos, puis on prenait pas de photos évidemment des choses intéressantes pour les gens, on prenait des bouches d'égout, des trucs, des petits coins, puis on voulait vraiment montrer le Mexico de ces années-là, y compris dans les parties pas vraiment belles de Mexico. C'était le début de l'électrification, donc il y avait des fils partout, des câbles, des trucs, il y a plein de choses pas faites. Donc on a pris une petite équipe aussi de son, directement là-bas, de techniciens mexicains de Coyoacán, qui nous ont enregistré tout. La fontaine, la Casa Azul, pendant des heures, ils ont juste enregistré tous les bruits qu'ils pouvaient dans Coyoacán, y compris l'école. Puis après, on a juste fait traduire pour savoir si c'était pas en train de s'insulter les petits qu'il y avait là. Et toute la bande sonore du film est vraiment uniquement des sons qui ont été pris à Coyoacán. Donc, Vas-y, continue, puis je te dis. On va avoir des petits exemples. Donc, pourquoi adapter Frida Kahlo, c'est un peu ce que je disais. C'est parce qu'il y avait ce mythe, il y avait Frida dont on voulait parler, on s'est rendu compte qu'à la fois les vrais fans de Frida Kahlo ne connaissaient pas sa vie, qu'au Mexique, même des amis mexicains qui habitent à Montréal me disaient « mais j'ai aucune idée d'où elle vient, moi, Frida, là, je le sais ». Puis tout le monde dit « non, je la connais, Frida ». Puis déjà, même ses peintures, les gens ne les connaissent pas tant, mais la personne encore moins. Les gens connaissent le mono-sourcil, connaissent sa femme, connaissent la figure féministe à la limite, mais pas par quoi elle est passée, puis pas tout ce qu'elle avait amené. Là. Puis
Puis en plus d'expliquer c'était qui ce personnage, on voulait vraiment l'introduire aux enfants. C'est-à-dire de dire aux enfants, c'est un personnage tellement important, qui a eu du handicap, qui a eu énormément d'intimidation, puis qui à chaque étape quasiment de sa vie a décidé de lâcher quelque chose. Puis on a essayé de mettre ça dans le film, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ses lettres, tous les moments fondateurs. Elle dit dans les lettres, justement, elle dit, ben non, quand il m'insultait tous, il me traitait de patte de poulet, ben, le jour-là, j'ai décidé que la vie des autres m'intéresse pas. Après ça, elle a dit, il y a même un moment, j'ai vécu la violence. Ben là, à ce moment-là, j'ai décidé que je serais toujours plus forte que tout le monde. Puis, c'est ça qu'on a essayé de mettre dans toute cette petite visite dans son monde imaginaire, qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. C'est les moments où elle a passé un petit échelon qui l'a menée vers la femme qu'elle est devenue. Mais sa famille aussi était super importante. Le père, la mère, sa petite sœur. Pour ça, là, Christina, quand on lui a montré le film, parce qu'on a fait la première donc, à la Casa Azul, un an après qu'on ait vu Christina, qu'on l'a rencontrée avec Karine, ma coréale, on leur a dit, ben, on revient dans un an pour la fête des morts, puis on présente le film. Puis là, on l'a présenté donc à la Casa Azul. Dans le jardin, ils nous avaient mis juste des grands tapis noirs, des trucs et ça, puis il y avait juste la famille qui était là. Puis autant moi, je n'ai pas de stress en général là, de présenter le film, autant là, j'étais vraiment stressé. C'était en mexicain, c'était juste la famille. Puis j'étais stressé vraiment, là, de savoir comment ils allaient percevoir. Puis donc la Christina est venue me prendre par la main. Puis pendant tout le truc, elle me tenait par la main, puis Karine de l'autre bord, puis elle a présenté le film. Elle a dit, oh là, on a travaillé là-dessus, on a fait ça, on a travaillé là, ils nous ont parlé de ça. Puis elle a fini en disant, ils ont fait un film sur notre famille, pas sur Frida. Parce que tu parlais du film tout à l'heure, pour toute la population qui a vu le film, Christina Kahlo, c'est juste celle qui a couché avec le mari de sa sœur. Là. Puis elle, c'est sa grand-mère. Là. Donc elle me disait, ben là, tu vois, là, t'as réhabilité un petit peu ma grand-mère, enfin, tu lui as donné... Sachant que Christina a aussi couché avec Trotsky, ça c'est ce qu'on n'a pas vu dans le film. Juste, est-ce que c'est la volonté, alors le mot est pas beau, souvent feel good movie, mais il y a quand même cette envie de faire un film où se dire, malgré... C'est facile à dire, malgré les handicaps, malgré tout ce qu'on vous met en travers de la route, et tu sais, si on met les choses en travers de la route, ben on peut y arriver, on peut faire des choses. Ben, il n'est pas tant feel good que ça. Au début, oui, j'ai voulu vraiment pousser la première scène où elle est toute guillerette, qu'elle danse dans le marché, juste pour créer du contraste par rapport après, plus ça va, plus la polio s'installe, plus son langage, tout, elle devient beaucoup plus fermée, puis plus le film avance, plus elle redevient un peu ouverte. Mais c'est un film qui peut quand même, pour un enfant anxiogène, de voir un enfant qui est cloué dans un lit, de l'avoir en fauteuil roulant au début, de l'avoir se faire intimider. Nous, on le perçoit moins peut-être, mais il y a des enfants qui me disent « Ouais, non, mais j'ai vraiment eu de la peine pour elle pendant presque tout le film. » Mais c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai dit feel good et pas long terme, mais il y a cette idée de, encore une fois, enfin, subit plein de choses, il y a plein de choses super dures, et que quand même, alors c'est vrai peut-être parce qu'on est adulte, on connaît ce qu'elle est devenue et son parcours, mais il y a un côté vaincre ces obstacles, et tu sais s'ils sont importants dans sa vie. Oui, la pauvre, j'ai l'impression qu'elle est juste ça toute sa vie, des obstacles. C'est déjà la polio, genre beaucoup de jeunes mouraient de ça. Elle a été quand même très affectée, la jambe et tout ça, mais même au niveau du caractère, ça l'a beaucoup changé. Après, ça allait un petit peu mieux, elle a voulu devenir médecin, elle a eu son énorme accident. Puis après, elle a eu constamment des problèmes physiques. Puis son indépendance aussi lui a causé beaucoup de problèmes. Diego lui a causé beaucoup de problèmes aussi, évidemment. Donc ouais, non. Puis elle vient cette peintre. Encore une fois, même de son vivant, même si en effet, comme tu dis, elle a été oubliée malheureusement, il y a... Enfin, malgré tout ça, il y a cette... Oui, puis on a eu accès à des photos, des vidéos que personne n'avait jamais vues, qui nous la rendaient encore plus attachante. Puis moi, honnêtement, le moment le plus fort, c'est vraiment quand on était dans la Casa Azul, qu'on était tout seul, quand on va dans sa chambre, on voit le lit, puis il y a son masque mortuaire qui est posé avec les cendres dedans. Puis là, c'est quelque chose d'assez puissant de savoir qu'on est là en présence de ces cendres, puis qu'on a envie de raconter son histoire. Là, c'est assez stressant. Puis, mais oui, c'est une femme merveilleuse. C'est une féministe incroyable, qui avait une liberté déjà de ton, et qui a eu des histoires d'amour aussi avec des femmes, notamment incroyables. Puis là, je donne un petit scoop. Il va y avoir un livre qui va sortir, j'espère, dans les 2-3 prochaines années, sur sa plus grande histoire d'amour qu'elle a eue, qui était avec la femme d'André Breton. Parce qu'André Breton, c'est qu'il est venu, qu'il est resté, qu'il s'est installé, mais il est resté aussi longtemps, essentiellement parce que la femme d'André Breton et Frida, une histoire d'amour incroyable, et toute leur vie, ils ont continué à s'écrire. Autant Frida changeait constamment d'avis, autant avec la femme d'André Breton, c'était vraiment une passion. Puis la fille d'André Breton était très amoureuse de Antonio, qui était le fils de Christina Kahlo, qui sont restés toute leur vie. Puis eux deux, justement, Antonio et la fille
d'André Breton, Maud Breton, qui est aussi une artiste géniale. Ils ont décidé de dire, est-ce que ça serait irrespectueux maintenant de sortir les lettres, de faire un livre sur la correspondance entre Frida et Maud. Et puis toutes les deux familles ont dit non, je pense que maintenant c'est important. Allez, on continue avec quelques images, on va revenir sur quelque chose. On va voir quelques images là-dedans sûrement. Donc là, je disais du métal humain. Ça, c'est un peu tout ce que je disais. Recherche immersive, c'est ce que je disais, qu'on a été à la Casa Azul à Coyoacán. Un peu quelques images. Donc, en haut à gauche, Perla, qui est donc celle qui dirige le musée Frida Kahlo, une femme incroyable aussi, et dont le fils est handicapé. Puis il était là la première. À part la famille, il y avait juste, évidemment, Perla qui dirige et son fils. Puis il dit, c'est la première fois que je vois mon fils qui regarde un film avec autant d'attention, puis qui est autant fier d'être représenté lui aussi à l'écran. Juste attends, est-ce qu'à un niveau purement, alors, émotionnel, mais purement esthétique, c'est aussi ça le plaisir d'un seul coup d'aller là-bas, de voir toutes ces couleurs, avec évidemment les peintures de Frida Kahlo et toutes les couleurs, de se dire, ouais. Là il y a un enjeu esthétique aussi qui va être passionnant. Oui, parce qu'en plus il y a la fête des morts, il y a cette lumière pendant la nuit qui est incroyable, il y a ces odeurs qu'on ne peut pas mettre évidemment dans le film, mais qui nous ont choqués quand on arrivait, l'encens qui est partout. Il y a des choses qu'on ne s'attendait vraiment pas. On s'attendait à beaucoup de Mexico, mais tu sais, c'est une ville de 22 millions d'habitants. 22 millions. Quand on arrive en avion, on se rend compte à quel point c'est immense, puis c'est un choc culturel qui est hallucinant. C'est une ville vraiment fascinante. Donc oui, ça mettait cette pression de, en plus, représenter Mexico au mieux, parce que c'est vraiment un personnage à part entière. À gauche, on voit un petit peu aussi quelque chose, parce qu'on a su que la mère sa mère était zapotèque. Parce qu'il y a beaucoup d'anciennes cultures, préhispaniques évidemment au Mexique, puis sa mère était zapotèque. Donc là, on a décidé d'aller voir justement au musée d'anthropologie et d'aller uniquement dans le pavillon zapotèque. On s'est forcé à ne pas aller voir le reste pour juste prendre des références, parce que si tu vas sur Google Images ou n'importe où, c'est pas les dieux, même si on tape au début Oaxaca, puis qu'on tape zapotèque et tout ça, ils finissent par nous donner des trucs d'Inca, de Maya, et c'était important. Donc là, on a été, puis on a pris uniquement des références dans ce pavillon. Puis à gauche, là, on voyait là, ces peintures, ces tapisseries, puis on essaie de mettre un maximum ça dans le film après, sans que ça devienne non plus une page Wikipédia. C'était le danger, il y avait tellement de choses qu'on voulait mettre. Chaque fois que j'ouvrais un tiroir, je reprenais le script et j'essayais de le ramener d'une façon ou d'une autre. Par exemple, à un moment, je disais, il faut parler de son engagement politique, donc il faut parler aussi des zapatistes. Puis là, je dis, ok, mais comment elle aurait pu découvrir ça? Puis donc, il y a plein de scènes qui sont nées de petites anecdotes qu'on avait envie de mettre absolument, qui sont souvent très esquissées, mais qui fait que quand les Mexicains ont vu le film, ils étaient contents. Ils nous ont dit, vous l'avez fait respectueusement, sans donner un regard d'Européen ou de Nord-Américain à notre culture. On a justement, alors on en a parlé au tout début, cette idée de représenter une culture qui n'est pas la sienne. On redouble d'attention, on retriple même d'attention, en essayant de se border de tous les côtés, de se dire, de ne pas faire d'erreur entre en effet les différentes tribus, enfin voilà, toute cette culture qui est si complexe. Ouais. Non, je pense que c'est ce qui fait peur à tout le monde tout le temps, là. C'est de ne pas faire de faux pas, de ne pas donner l'impression que c'est un prétexte, de ne pas donner l'impression qu'effectivement on veut s'approprier une culture qui n'est pas la nôtre non plus, de ne pas voir ça à travers nos yeux. Tu sais, par exemple, moi, une partie de ma famille vient d'Espagne, ma grand-mère, tout le monde a été fusillé parce que c'était des gens de gauche, mon grand-père qui était italien, lui aussi, il a fallu qu'il fuit Mussolini, donc j'avais tendance, pour les zapatistes, à avoir cette vision un petit peu, puis là, Christina me dit, hey, c'est très différent au Mexique. Au Mexique, oui, il y a les zapatistes, qui est un mouvement de gauche aussi, ils se battaient pour récupérer la terre, mais les gens contre qui se battaient, c'était aussi des mouvements de gauche. C'est différent, c'est une guerre civile, c'était pas les gentils contre les méchants, là, c'était juste qu'ils avaient une vision de la société très différente. Ceux qui voulaient se tourner vers les États-Unis, ceux qui préféraient se tourner vers les Russes, ceux qui voulaient se rapprocher de l'héritage hispanique, ceux qui voulaient se rapproprier. Elle dit, c'est pas qu'il y avait des bons et des méchants, sauf qu'il y a des gens qui sont égorgés. Donc elle a dit, commence pas à essayer à dire que les zapatistes c'était les gentils. Là. C'est ceux qui ont l'air d'être le plus maintenant dans les cases de ok, c'est ceux qui avaient raison. Mais donc c'est pour ça qu'on a évoqué juste ça. Puis comme je sais que la mère de Frida soignait, c'est Christina qui nous a dit qu'elle soignait les zapatistes dans leur cuisine, partant là on s'est permis de montrer la mère qui lui montre une fresque zapatiste en lui disant non mais ils se battent juste pour leurs droits, ils se battent pour leur terre, sans avoir à mettre plus de contexte que ça. Et puis là on voit Christina un petit peu à gauche, là justement en haut et en bas.
Puis là, c'est drôle, la photo en bas. La deuxième fois que j'y étais, à un moment, on était bloqué un peu dans le script. Puis même au niveau des color scripts, là, ma co-auteure a dit ça serait bien qu'on y retourne. Donc on est retourné parce qu'on était un peu bloqué pour certaines choses, moi au niveau de l'histoire. Puis on avait bien avancé quand même. Puis là, Christina nous dit je veux vous montrer une expo que je suis en train de préparer. Elle va être prête dans 2-3 mois, mais je veux vous la montrer. C'est dans l'autre maison de Frida, celle avec la passerelle là qu'on voit, qui était fermée pour réparation. Mais elle dit je veux vous la présenter. Donc là, elle nous a présenté son expo. Puis cette expo, c'était des boîtes noires dans une salle très sombre. Et ils ont essayé de reproduire, après l'accident, toute l'opération qu'elle a eue. Ils ont retrouvé le rapport de l'accident, puis on entend son cœur, puis son cœur qui bat, son cœur qui s'arrête à certains moments, qui repart, parce qu'elle est morte, je pense, 3 fois sur la table d'opération avant finalement qu'il la réanime, puis toute l'expo est basée là-dessus. Puis là, j'ai appelé tout de suite ma musicienne pour dire, tu sais, la séquence finale, là où tu as déjà tout fait, quasiment ta maquette, là, faut qu'on la refasse. Faut qu'on fasse la séquence complète basée là-dessus. Je veux vraiment qu'on parte. Donc nous aussi, on a repris ce thème du cœur. Donc là, j'ai rebâti toute ma séquence, j'ai refait mon storyboard et tout ça avec le cœur, avec ce rythme de cœur qui s'arrête, qui repart, qui revient, puis qui repart définitivement. Puis là, la musicienne, Laetitia, m'a dit « Non, mais c'est génial, puis on va repartir là-dessus. » Puis tu vois, elle, Laetitia Pinsonek-Garrick, elle a mis énormément de cœur sur ce film. Elle a mis beaucoup plus de cœur et de travail que le budget qu'on pouvait lui donner. Mais avec ça, tu vois, elle a gagné les World Music Awards, elle a gagné le prix SACEM, elle a gagné tout ce qu'elle avait, tu sais, elle a fait tous ses checks, là, puis du coup, elle était très contente de s'être investie. Là, on voit en bas à droite, c'était justement la petite présentation pour la famille dans le jardin de la Casa Azul. Je pense que j'ai mis un autre petit extrait. Ah, là, on parlait de technique, c'est, je pense, du... Tu veux dire qu'ils se sont moqués de toi? Qui? Dis-moi leur nom, que j'aille parler à leurs parents. Personne ne sera méchant avec ma fille. Beaucoup moins précis que ce rapport. Oui, c'est ça. Je sais, maman. Mais tu aurais dû voir mes amis. Tonito, Norma, Miguel, ils m'ont tous défendu. C'est bien, Frida, mais maman a raison. C'est grave et tu dois nous en parler si ça arrive à nouveau. Promis. Mais... c'est vrai que j'arrive plus à faire tout ce que je faisais avant. Courir, sauter à la corde, grimper dans les arbres. Ma jambe est toute petite. Moi, je l'aime, ta jambe maigricienne. Allez, donne-toi du temps. Sois patiente. Un pas à la fois. On peut faire des exercices ensemble si tu veux retrouver la forme plus vite. Tu sais, quand j'étais jeune en Allemagne, j'étais un grand sportif. Vraiment? Bon, peut-être pas un grand sportif, mais je pourrais être un très bon entraîneur. C'est d'accord, papa. Tu sais, dans quelques semaines, c'est la course de patin à roulettes de Coyoacán. Je vais y participer. Et tu vas gagner. Oh là là, Frida, il y a des garçons plus grands que toi qui participent à cette course, des vrais brutes. Et tous les ans, quelqu'un se blesse. L'année passée, c'est le fils Pérez qui s'est cassé la jambe. Et il y a 3 ou 4 ans, c'est le voisin, le petit Martinez, qui est tombé. Il avait le bras dans le plâtre pendant des semaines. Ça s'est fait, c'était en français directement. Vous avez fait la première version. Ouais, ben la façon de travailler, c'est vraiment pas très typique. C'est comme l'écosystème à Québec fonctionne bien. Je suis très impliqué dans l'écosystème. Le studio de son, il est à peut-être 100 mètres de mon studio. J'ai pris des comédiens qui habitent à Québec aussi, donc notamment les 2 petites Mexicaines qui font les voix principales. Puis la façon de travailler, c'est chaque fois, je suis en train d'écrire, puis dès qu'il y a une séquence où je sais là on y est, même si c'est une séquence finale, au milieu, peu importe, on termine une séquence complète de quelques scènes, on met ça en storyboard, on travaille ça, on prend le studio, on fait venir les comédiens juste 1 heure, 1 heure et demie, on fait enregistrer juste le bout dont on a besoin, on le met, puis ça part en layout, puis là je sais, ok, là j'ai 2 mois d'animation pour l'équipe, puis pendant ce temps on écrit les scènes suivantes, puis des fois c'est pas dans l'ordre forcément, puis quand on commence à avoir pareil des séquences à peu près complètes, j'envoie la musicienne, puis là elle commence à travailler sur cette séquence-là. On fait pas genre toute l'animatique, puis après tous les layouts, puis tous les décors, puis c'est très organique. Donc là, tu vois, c'est ça. Là, on a appris, cette scène-là était finale. Pour moi, elle était à peu près bonne. Puis après, il peut y avoir des petits changements. Mais si justement, on voit finalement, une fois qu'on commence à animer, que finalement, la petite phrase-là aurait pu être affinée, dans mon prochain bloc d'enregistrement, on refait 2-3 phrases, on vient réajuster, puis on avance sur la suite. C'est pas une petite prise de risque au cas où l'un des acteurs et des actrices tombe malade, j'en sais rien, change de voix, un problème, et
Le changement de voix, c'est vrai que les enfants, ça peut arriver. Mais vu que le film a été fait sur un peu moins d'un an, ça marche pas. Mais Dounia, on a eu ce problème-là. Justement, Dounia, on a fait Dounia, Princesse d'Alep. Raaf, qui a vécu, elle, le trajet des migrants, est arrivée à Montréal peut-être 8 mois avant qu'on enregistre avec elle. On a fait donc Dounia, elle avait cette petite voix, elle avait son accent évidemment très prononcé, elle parlait français, mais commencé. Puis quand on a fait juste Le Grand Pays Blanc, qui est la suite, 1 an plus tard, c'est une petite tellement débrouillarde là que... Non, elle parlait français parfaitement, plus d'accent, plus rien. Mais notre petite Dounia, c'était juste quelques mois après, là, donc il a fallu un peu qu'elle se force à un peu... Mais avec des enfants, c'est toujours l'enjeu. Les gens qui font de la série, là, souvent on le dit, quand tu commences à faire une série, essaie de prendre peut-être des fois plus un adulte qui a une voix plus jeune, parce qu'un enfant, si ta série elle fait 5, 6, 7 saisons, là, c'est sûr qu'il ne va pas rester enfant aussi longtemps. Alors, continuons. Donc là, on était rendu au storyboard. Encore un petit bout d'animation. Il y a quelque chose, c'est la voix est française. Alors, on Frida Kahlo, évidemment, là-bas, c'était l'espagnol. Je pense qu'elle ne parlait pas les langues en première du Mexique. Mais je suppose que quand on doit l'écouter ensuite, quand la version espagnole est faite, et qu'on doit l'écouter, ça doit faire quelque chose d'encore plus fort, non? On les a fait quasiment en même temps. Parce que comme on avait promis justement que la première mondiale serait là-bas, avec des voix faites à Mexico, dès qu'on avait un blog, pareil, on travaillait avec un studio qui nous avait dit vous nous envoyez au fur et à mesure, puis on va faire des blocs. Puis du coup, on a eu la version mexicaine, même mixée avant la version française. Puis évidemment, elle était magnifique. Moi, c'est ma version préférée. Après, il y a une version castillane, il y a une version de tous les dialectes espagnols qui existent pour justement montrer les différences. Qui s'en sert beaucoup dans les lycées, notamment de Frida, pour ça. Puis à cause de cette séquence, j'ai perdu ma coréale, qui a tellement aimé l'étude de travailler sur les textures, les tissus, là, qu'elle m'a dit je pars pendant 2 ans faire des études de ça, comment apprendre à faire des trucs, des tissus, des teintures, de trucs là-dedans. Faut se méfier des fois de ce qu'on donne. L'éthique de la simplification. La simplification, parce qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Frida, on voulait rien enlever, même son suicide à la fin. Tu sais, j'en parlais avec la famille, je dis, selon moi, c'est un suicide, même si ça n'a jamais été dit, c'est pas écrit dans nulle part qu'elle s'est suicidée, mais elle a fait sa dernière peinture, elle a écrit à tous ses amis pour dire c'était ma dernière, maintenant je vais rejoindre la Muerte. Donc ça semblait évident quand même que ça y est, elle avait dit j'ai fini ce que je dois finir. Puis là, toute la famille nous a dit oui, non, mais on sait que c'est un suicide. Puis c'est tellement un suicide que, une anecdote que je savais pas, c'est que quand elle a pris ses pilules, donc elle s'est suicidée, Diego était tellement dévasté qu'il a fait murer totalement la partie de la maison où Frida vivait. Donc la salle de bain, la chambre, tout ça, il a muré. Puis il a dit, quand je serai mort, faites ce que vous voulez avec, là, mais moi, je ne peux pas supporter de vivre avec cette absence. Et toutes les photos qu'on voit toujours de sa salle de bain en noir et blanc, où il y a sa jambe qui est posée, tout ça, c'est des photos qu'ils ont faites le jour où ils ont rouvert le mur. Donc oui, on voulait mettre tout ça, justement son homosexualité, son suicide, mais on n'allait pas aborder ça de front, évidemment. On voulait montrer la douleur, mais on n'allait pas faire des 20 minutes où elle souffrait. Donc il faut quand même, dans le cas-là, essayer de simplifier, mais de ne pas non plus édulcorer, ou de ne pas donner l'impression qu'on a voulu faire un Disney avec Frida Kahlo. C'était vraiment ça qu'on essaie vraiment toujours de se mettre en tête, et de voir on parle de quoi aussi, puis de qu'est-ce qu'on se permet aussi de commenter, ou qu'est-ce qu'on n'a pas envie, nous, d'aborder. Il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas abordé du tout, mais c'est ça au niveau de la souffrance. Tout ça, on essaie quand même évidemment de rendre ça agréable pour des enfants quand même. Est-ce que quand on fait autant de recherches, on s'implique autant dans une histoire et une histoire forte, parce que dans un coin de sa tête, on se dit « Ah, j'aimerais bien faire un film avec tout ça, mais plus pour adultes ou en tout cas un autre », et de se dire « Tiens, ça ferait deux... » On se l'a dit un peu avec Karine, justement, qui aime tellement, on s'est dit peut-être qu'on l'a amené un peu trop tôt dans l'histoire du studio, pour la Frida. Ne serait-ce que le style, comme je te dis, on est tombé amoureux sur les illustrations de Cara Carmina, puis c'était beau quand elle en parlait, elle disait moi je dessinais dans les jardins de Coyoacán quand j'étais petite, puis tu sais, donc tout semblait idéal pour amener ce style graphique. Puis au moment où on a commencé à le faire, l'animer, c'est difficile, il y a des choses qui étaient vraiment difficiles, puis même Yves pourrait en parler, là. On avait même gardé un moment des étoiles qui étaient dans les yeux, puis même quand on l'a présenté, à tout moment, on a gardé ces étoiles jusqu'à la dernière seconde quasiment, puis même les patrons de salles indépendantes, qui sont les gens, moi,
en bout de ligne, tu sais, j'écoute pas les diffuseurs, distributeurs, tu sais, mais quand les patrons de salle qui sont des amoureux du cinéma essaient de te dire aussi, ouais, c'est bizarre les yeux quand même. On a fini par même renoncer à ça qui est vraiment dans le style de l'artiste, mais il y avait c'est pas chose. Donc on s'est dit, ouais, on a peut-être dû. On aime tellement Frida Kahlo qu'on aurait peut-être pu le faire plus tard, attendre un peu, aller attendre d'avoir un peu plus de budget, puis pour, tu sais, mais écoute, on l'aime beaucoup comme ça, puis il est sorti, puis il a rejoint les enfants qu'on avait envie de rejoindre. Quand tu prends ta Winnipeg devant des salles entières où c'est juste des enfants autochtones des Premières Nations, quand c'est présenté en Inde, quand c'est présenté justement ici au FICAM, et qu'on arrive à présenter, tu vois, cette petite peintre mexicaine avec toute sa force à d'autres enfants qui vont vivre aussi certainement des choses difficiles à des moments, tu te dis, bah écoute, c'est super. Donc des fois, je pense qu'on pense un peu trop. Moi, c'était pour un second film, c'était pas pour enlever la Frida, c'était se dire, c'était la suite ou quelque chose pour adultes, se dire, tiens, cette histoire-là est quand même, et comme tu m'as parlé un petit peu de projet qui peut être plus adulte, c'est donc il y a l'envie même, pas peut-être l'envie d'aller vers des projets voilà, plus adultes, comme tu disais, c'est-à-dire que les plus jeunes ne peuvent pas les voir, et de se dire d'un seul coup, ben, là, quand même, ça et ça. On aurait pu pousser un peu plus loin, et donc pas dans ce film-là, mais dans... Il y a un film sur Frida qui est censé être en production depuis 10 ans, puis qu'à un moment on va voir, qui est fait à Londres en ce moment, qui n'a pas l'air super intéressant de ce que j'ai vu. C'est très page Wikipédia, l'effet après l'effet, mais écoute, on verra. Le film, le premier était quand même intéressant. Malheureusement, c'était Weinstein derrière, donc il y a des choses que la réalisatrice n'a pas pu faire, mais elle a quand même poussé beaucoup. Donc là, nous, c'est un peu un complément. Si on regarde le film, nous, c'est un peu le film s'arrête quasiment là où le film en live action de Frida commence. Donc après, par respect pour sa mémoire, il faudrait vraiment qu'à un moment on décide de prendre un moment précis, une tranche de sa vie, puis de venir l'exploiter plus pour que ce soit intéressant. C'était juste pour faire un film sur sa vie, un biopic. Je ne suis pas persuadé. On a trop d'histoires à raconter pour ne pas revenir sur quelque chose qui a déjà été fait. Alors, après les titres, la simplification. Toi, tu veux vraiment qu'on reste sur mes affaires? Non, mais ça va voir les images, c'est des gens d'images, tu sais. On va montrer Frida. Je pense qu'après c'est... Cette partie-là, elle est importante parce que ça, Frida, c'est ça aussi qu'on voulait montrer dans le film, c'est qu'il y a plein de façons d'être parent aussi. La mère, Frida disait souvent, ma mère m'a jamais dit je t'aime. Ma mère était, tout le monde lui parlait moins parce que mon père c'était un immigré européen, c'était un photographe prestigieux. Sa mère savait pas lire, savait pas écrire, mais ça a été un rock pour elle. Mais elle a dit, mais ma mère ne savait pas me dire je t'aime. Donc dans tout le film, on a essayé de montrer ça, puis c'était dur de montrer les moments où elle s'ouvre et tout, puis la mère se force à être dure, se force à pas la prendre dans les bras, puis c'était vraiment... Puis il y a juste un moment où on comprend, puis je pense que je l'ai mis dans l'extrait plus tard, où elle est au marché, puis là, comme le marchand, il lui dit qu'elle sera jamais médecin parce que les filles ne deviennent pas médecins, où là, elle la défend, puis qu'elle lui dit, elle dit non, ma fille, elle est brillante, puis c'est la seule fois où elle entend sa mère dire à quelqu'un d'autre qu'elle aime sa fille, puis qu'elle est fière d'elle, puis c'est... Mais il n'y a pas de moment où on s'est dit, bah là, ça se finit en happy ending, où elle la prend dans ses bras, puis... Non, c'est leur façon de vivre leur amour, c'était ça, avec juste des petits regards, des petits sourires de temps en temps, mais sinon, c'était une femme très, très dure. Donc là, c'est un peu tout ce qu'on a dit, les enjeux éthiques de la biographie animée, d'essayer de respecter l'intégrité, responsabilité culturelle, fiction, c'est un peu tout ce qu'on disait. Puis le débat dont on parlait hier dans les adaptations littéraires, c'est vraiment ça. C'est d'essayer de trouver, puis à la fin qu'on nous dise pas, oh, mais là vous êtes passé complètement à côté du personnage ou complètement à côté de ce qu'était le Mexique dans ces années. C'est ce qu'on avait peur, puis on l'a pas eu. Ouais. Puis là, c'est un petit peu moins. Est-ce que c'est la scène du marché? Donc c'est ça, ben, tu vois, justement, ces deux femmes-là qu'on voit, moi c'est quelque chose que j'avais pas conscience, mais à l'époque, c'était vraiment cette lutte entre les femmes qui s'habillaient comme on s'habillait à Madrid, les femmes qui s'habillaient plus comme tous les jours au Mexique. Puis là, Frida paraît presque cliché maintenant, avec les fleurs, les rubans, les robes, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, plus personne s'habillait comme ça parce que c'était l'héritage préhispanique. Puis c'est l'une des premières qui a vraiment commencé à remettre, c'était aussi pour masquer sa jambe, surtout quand elle s'était fait couper la jambe, mais c'est elle qui a réintroduit les tissus, les choses, les rubans dans les cheveux, les fleurs, puis après c'est redevenu un mouvement, puis la présidente actuelle du Mexique, là, elle aussi, elle est vraiment là-dedans. Est-ce que, une fois terminé un film comme ça, on parlait du mythe, on est rassuré, on se dit, on a fait le plus possible, il y a des choses qu'on a oubliées, mais on est content de les avoir mis de côté, on va dire. On a des petits regrets.
Bon, on en a toujours, je pense que ça prend 2 ans, 3 ans avant d'avoir du recul sur un film. Tu sais, Dounia, je commence à le regarder un peu plus maintenant avec un œil plus de spectateur, puis d'être plus en paix avec certaines choses. Frida, il y a des moments où j'aurais voulu être un petit peu moins didactique. Il y a des moments, mais tu sais, il y a tellement de choses à mettre, donc d'être plus dans l'émotion à certains moments, mais on a toujours des trucs qu'on se dit on aurait pu faire un petit peu différent. Mais je pense quand même qu'on a obtenu les objectifs qu'on voulait, qu'on les a atteints avec le film quand même. Le parcours de Frida, c'est donc sortie internationale, mais c'est aussi peut-être, je sais pas, c'est les écoles, c'est le fait que plein d'enfants puissent voir cette petite Frida et peut-être qu'on leur explique qui est Frida par la suite. Ouais, les carnets dans les écoles sont super bien faits. Ils font plein d'ateliers, plein de trucs sur chemin. Parce que la fin du film, la morale finale, la dernière scène, c'est parce qu'elle finit par s'accepter. Elle accepte sa maladie, elle accepte beaucoup de choses, sauf son image. Puis quand elle se réveille de l'accident, puis qu'elle voit le miroir que ses parents lui ont fait pour se dessiner, le dernier pas qui lui restait, c'est justement l'autoportrait. Chose que beaucoup de monde lui ont reproché en disant « Oh, mais elle fait des autoportraits parce que c'est prétentieux. » Puis c'était l'inverse. Elle a mis longtemps avant de se peindre. Elle peignait tout le monde, son père, sa sœur, tout le monde, sauf elle. Puis quand elle a enfin dit « Je suis fier de moi, je me trouve pas belle, mais je m'en fous. Puis j'arrête de me raser ces trucs. Et je me peins dans tous mes tableaux. » C'était vraiment la dernière acceptation de malgré mon handicap, ma jambe, mon truc, mon dos foutu. Puis ils font beaucoup d'ateliers là-dessus, justement, sur l'acceptation de soi, sur dessine ton pire défaut, faisant un portrait. Puis c'est très bien. Il continue à faire du festival, là, il continue à gagner beaucoup de prix quand même. Puis écoute, là, il va commencer à être un peu partout dans les écoles. La suite, alors je vais me retourner vers vous, je regarde l'heure qu'il est. On va avoir une petite dizaine de minutes, 15 minutes pour ne pas prendre trop de retard. Je vais me retourner vers vous à chaque fois. Vous verrez si si vous avez des questions, vous faites la main, comme ça. Merci. Il y a des séries avec questionnaires même qui sont... On peut compter sur ces gens-là pour poser des questions. J'avais juste une question par rapport à la famille de Frida Kahlo. J'avais souvent entendu qu'elle était super sérieuse sur le sujet à qui je vais donner les droits d'image et tout ça. Et j'avais l'impression que ça s'était super bien passé pour ce projet-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui était dur au début ou pas du tout. C'est extrêmement dur les droits pour Frida, extrêmement dur. Mais là, t'as pas vu le film, mais dans le film, le seul tableau qu'on montre tel quel, c'est Viva la Vida qui est à la Casa Azul. Les autres, de toute façon, on ne voulait pas montrer les tableaux, mais par contre, dans le film, on voit tout ce qu'il a créé, chaque fois l'anecdote qu'il a créée après plus tard un tableau. Donc on voit énormément d'éléments. Mais ouais, non, c'est parce que même la famille, nous, quand j'ai rencontré la famille, c'est parce que c'est la Banque nationale du Mexique qui a acheté les droits sur tout ce qui est objet, les droits sur les films, c'est la famille. Donc ça, nous, on les a rencontrés, puis il n'y a aucun problème. Mais si tu veux faire un t-shirt avec Frida Kahlo, c'est un truc où c'est la Banque du Mexique qui va le faire. Nous, c'était hors de question qu'on fasse des objets, évidemment, sur le film, sur Frida. C'est zéro ce qu'on voulait faire. Mais là, ils sont encore en procès en ce moment. Ils sont encore en procès parce que normalement, la Banque de Mexique qui possède les droits sur Frida vend les droits d'image, mais pas les droits sur le nom. Puis là, il y a eu, je pense, Versace qui a fait une collection Frida Kahlo avec des robes, mais avec le nom Frida Kahlo, puis ils n'ont pas le droit. Donc là, ils sont encore en... Mais ils ont en procès avec Dior, avec Chanel, avec... Malheureusement, c'est des discussions assez difficiles. Mais quand on parle d'un personnage, le nom n'est pas déposé, ses œuvres, même les œuvres, on aurait pu les représenter quasiment, vu que c'est de toute façon stylisé. Ça peut être un énorme problème. Non? Qu'une banque soit en procès contre Chanel. Je ne sais pas si Frida Kahlo serait... Le gros problème, c'est que la famille ne touche rien. C'est la Banque du Mexique qui a les droits, mais la famille ne touche rien sur tout ça. Là. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, questions? Qu'est-ce que le studio compte faire? Qu'est-ce que après il y a eu ces 3 films qui ont plutôt bien marché en effet. C'est quoi la suite? La suite, c'est des films. On a participé à L'Année pas obligée aussi. Donc, c'est de continuer à participer à des films qu'on trouve inspirants, mais où je ne serai pas réel. Parce que je trouve ça vraiment bien de ne pas porter un film complet. Puis nous, dans les films, on développe. Là, on écrit, on est en développement sur 3-4 longs métrages, puis on va continuer à les faire au fur et à mesure. Donc, pas mal continuer avec le même genre de film. Donc, peut-être un peu plus adulte sur les suivants, parce que
c'est comme ça. Les prochaines histoires se prêtent moins à être auteur d'enfant, mais c'est sûr qu'on va refaire du film à auteur d'enfant aussi plus tard. Quand tu dis des choses un peu plus adultes, est-ce qu'il y a des adaptations? Est-ce que toi, il y a des envies de scénario original, ou en tout cas pas forcément partant de personnages existants ou de romans, ou pour l'instant tu aimes bien, pardon, mais hier on parlait, on me disait en fait on aime bien partir de quelque chose, d'un matériau existant et de travailler ça? J'aime pas travailler seul, de toute façon, je prends toujours des coréales, puis de toute façon l'équipe est très impliquée aussi, donc on a un, c'est une adaptation BD, parfois Les Lacs brûlent, qui est magnifique, et l'autre c'est un roman, Valide, qui parle de transsexualité, donc quelque chose dans un futur proche, qui est une histoire passionnante. Mon équipe aimerait beaucoup qu'on adapte une BD que j'ai fait il y a longtemps, qui s'appelle Comme un papillon, qui parlait du suicide chez l'enfant, puis qui était très forte. Moi, pour l'instant, j'en suis pas là encore, je sais plus qui en parlait, je sais plus si c'était Sandra l'autre jour, ou je sais plus qui parlait de porter ses propres histoires. Non, c'était ce matin, Naël, qui dit porter mes histoires me semble moins le fun pour l'instant que de participer à un projet avec d'autres mondes. C'est un peu ça. Il y a tellement de belles histoires qui existent que, pourtant je suis auteur, j'ai fait des BD et tout ça, mais je sais pas, j'ai pour l'instant plus le goût d'aller chercher des belles histoires. Avez-vous pris des risques pour ce film? Ah, bon, ben écoute, ça dépend ce qu'on appelle, c'est prendre des risques. Oui, il y a toujours des risques financiers, des risques de ça, mais par rapport à des gens qui prennent des vrais risques dans la vie, là, honnêtement, je me sens choyé. Donc non, c'est pas de vrais risques. Mais oui, tu as toujours des risques d'adapter un personnage qui est immense. Tu as des risques toujours que les gens te disent ben là, tu l'as mal fait, Frida Kahlo, elle méritait un meilleur film que ça, puis j'aurais été prêt à l'entendre. La question est intéressante, est-ce qu'à un moment donné, alors, il y a le risque, mais il y a aussi le doute, parce qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que je suis parti sur la bonne piste? Est-ce que je suis en train de vraiment faire ce portrait que j'avais envie de faire? Ou au contraire, on essaie de tout bétonner au début, puis après, c'est un peu ce que nous disait aussi Anaël, on donne un peu, puis après ce matin avec Arco, et puis on essaie de foncer après, parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Toi, en tant que créateur, comment tu fonctionnes? Moi, j'ai toujours fonctionné par le fait d'assumer totalement. C'est ce que je disais aux jeunes auteurs BD, là, quand j'étais mentor, je disais, mais sors des albums, pense pas que c'est l'album d'une vie que t'en fais un, que tu vas refaire 5 fois, puis fais-le, donne-lui vie, puis après ça, vis avec le fait que, de toute façon, on évolue dans la vie, donc c'est sûr que quand on finit quelque chose, on est meilleur. Donc je dis, sors les choses, puis à ta prochaine BD ou ton prochain film, applique les choses que tu as apprises, puis avance dans la vie comme ça. Puis de toute façon, je pense qu'au bout d'un temps, on regarde avec beaucoup de sensibilité, puis d'affection des choses, on voit plus les défauts, puis... Donc oui, non, je sais pas exactement le film que j'aurais encore rêvé faire, mais c'est cool. Pourquoi vous avez choisi précisément le nom de Frida? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ou Oui, j'espère que tu le verras, le film un jour, c'est vraiment une vraie peintre. Tout ce qu'il y a dans le film, c'est des anecdotes d'une vraie peintre, puis qu'un jour tu verras ses peintures, puis tu diras, ah bah oui, non, ok, c'était elle, Frida Kahlo. C'est vraiment une grande peintre mexicaine du début du siècle précédent, puis tu iras voir sur Google, si tu veux, ce qu'elle a fait. Dans le film, elle est née en quelle année? Elle est morte en quelle année? Tu vois, c'est ça qui est drôle, là. Quand on commence un film, au début on répond aux questions, on se rappelle de tout, puis quand on est dans l'autre film, on commence à oublier plein d'affaires. En plus, c'est pas clair, parce que Frida aimait pas dire, je pense qu'elle est née en 1906, mais sur son truc, elle avait dit que c'était, je pense, 3 ans plus tard, parce qu'elle voulait dire, ah moi je suis née pendant qu'on a fait l'acte d'indépendance du Mexique. Donc elle a toujours menti de toute façon sur sa date, parce qu'elle disait non, mais ça fait plus cool de dire que je suis né en même temps que l'indépendance du Mexique. Et je pense que c'était 1906 puis 1947, je pense. Non, 53. Parce que ses dernières citations, quand elle dit justement c'est ma dernière peinture, maintenant je peux m'en aller, je peux mourir tranquille, c'était 52, je pense. Dernière question, et on passera après comme ça, on va prendre 5 minutes et on présentera la prochaine présentation. Quand on est un peu maintenant, pas catalogué, mais jeune public, est-ce que d'un seul coup, alors pour les financements, pour le reste, est-ce que quand on arrive avec un projet sur transgenre, sur ce genre de choses, on me dit, bah, oh là là, vous étiez enfant resté à la jeunesse et là c'est un peu plus compliqué. Super bonne question, parce qu'effectivement, c'est exactement ça. Et puis le pire, c'est que nous, oui, on a fait ces 3 films-là, mais tu le sais, tu connais le studio, on fait de la cinématique de jeux vidéo, on fait du traditionnel, Puis il y a d'autres gens qui nous connaissent uniquement pour nos cinématiques de jeux vidéo, des trucs super intenses, des VFX, puis quand ils voient Dounia, ils font « c'est vous qui avez fait ça ?» Puis ils disent « ça n'a rien à voir ».
Donc oui, effectivement, quand on pour Valide, notamment Sodec et Tour des pauses, on fait vous êtes super bon en jeunesse, mais pas du Valide. Ouais, ça peut desservir. C'est un peu compliqué. Parce que les gens aiment beaucoup classifier jeunesse, pas jeunesse. S'il y a d'autres questions, on les posera André après, comme ça on va se préparer. Merci beaucoup. Ouais, on va pas mettre une main en retard.